qui a réédité les cours sur les lois de la dialectique. Normalement, non. Sur le taux de profit. Là, mais c'était pas cette année-là. Bien, donc on va. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils ne soient pas noyés sur les prérequis pour comprendre la question de l'impérialisme. Un premier prérequis, on va dire une chose qu'il faut savoir, donc si à l'avenir vous voulez expliquer l'impérialisme à vos collègues, à vos amis, à vos camarades, vous prenez le temps de 35 minutes pour expliquer quelque chose qui n'a rien à voir, en réalité qui a à voir, mais qui en apparence n'a rien à voir, qui est une loi de la dialectique. Qui peut me rappeler les lois de la dialectique? On a 4. Tout est en interaction. Alors tout est libre. Les classes dominantes vous apprendront à regarder les choses de manière séparée. Si vous voulez ne pas vous tromper. Ah, on va dire ça comme ça. Il est où Sergueï? J'arrive. Mais il connaît. Sergueï. Sergueï, il connaît les lois de la dialectique. Ok. Donc les classes dominantes vous apprendront à étudier les choses de manière séparée. Ils vous diront qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce qui se passe en Tunisie n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Ce qui se passe au Mali, la grève de la sortie, pourquoi vous faites le lien avec le capitalisme, ça n'a rien à voir. Donc on va vous apprendre à étudier les choses de manière séparée. Un des grands apports de la dialectique, c'est de regarder ce qui relie les phénomènes parce qu'ils correspondent à une même entité historique, territoriale, géographique, etc. Quoi d'autre? Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Les classes dominantes, comme elles sont dominantes, n'ont pas intérêt au mouvement. Elles ont intérêt à vous dire que tout a toujours été ainsi et tout sera toujours ainsi. Et donc l'intérêt des classes dominantes les met à nier le fait qu'il n'y a rien de stable. Toute réalité est une réalité en mouvement. Même lorsque le mouvement ne se voit pas en apparence, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'exemple que donne Engels, je prends une pomme, je la mets sur la table. Le lundi, elle a en apparence la même forme, la même composition, le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi. Si je prends un microscope, je ne vais pas penser n'importe quoi, il y a un processus de décomposition qui a commencé dans la pomme. Donc tout est en mouvement. La délégation de ça, c'était quoi? Comment ça va dire ça? La délégation, le dominant, il va dire plutôt. Tout est stable. Tout a une essence fixe. Il y a une école philosophique qui date de l'Antiquité, ça c'est pour traduire dans vos soirées mondaines, qui est l'école des Éléates. Comme disaient les Éléates, rien ne bouge jamais. C'est pas du passé, hein. On a la même chose aujourd'hui. Vous avez déjà entendu par exemple, le capitalisme c'est l'esclavage contemporain. Comme si on avait besoin de regarder esclavage et capitalisme comme la même chose pour condamner le capitalisme. Là, on oublie ce qu'il y a de différent entre l'esclavage et le capitalisme. Tous les esclavages ne sont pas capitalistes. Et le capitalisme n'a pas forcément besoin de l'esclavage. Et donc, vous avez déjà entendu dire, oui, mais rien n'a changé dans l'exploitation. On est comme à l'époque des rois. C'est la même chose. Les anarchistes aiment bien ça, par exemple. Ça n'a jamais bougé. Alors bien sûr, ils ne vont jamais vous dire on est contre le mouvement, mais en réalité, leur manière de voir les choses est de nier la question du mouvement. Il y a la troisième loi. La matière précède les idées. Ça, c'est pas la dialectique, ça, c'est le matérialisme. C'est l'accumulation quantitative. Alors, avant ça, il y a la loi de la contradiction. Pourquoi tout est en mouvement? Parce que tout est toujours en contradiction. Il y a des contradictions dans la nature. C'est les contradictions qui font grandir, qui font évoluer.
qui font muter. Il y a des contradictions dans notre vie. C'est des contradictions qui nous font bouger, qui nous font nous transformer. Si nous n'avions pas trop de contradictions, pourquoi changerions-nous? Pourquoi Guillaume commencerait à dire la psychanalyse, je vais regarder autrement? C'est bien parce qu'il y avait des contradictions. Il y avait des contradictions auparavant qui, en travaillant, ont amené un mouvement dans la pensée. Mais c'est la même chose dans la nature. C'est la même chose. Et c'est même parce que ça existe dans la nature que ça existe dans nos idées. C'est parce qu'il y a des contradictions dans la nature. La nature fonctionne à partir des contradictions que nos pensées, nos manières de penser, évoluent aussi en termes de contradictions. Ça va ça? Comment les contradictions produisent du mouvement? Quatrième loi, tu l'as dit? Négation dans la négation. Non, Changement quantitatif et négatif. Le changement commence toujours par des petits changements quantitatifs invisibles, infinitésimaux. La contradiction va d'abord produire de tout petits changements, c'est ça qui met en mouvement. Et le cumul de ces petits changements que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit même pas, que psychologiquement on ne voit même pas en nous. Souvent d'ailleurs, c'est quelqu'un d'extérieur qui nous dit que ça a changé. Ben oui, parce que moi je ne le vois pas. Ces petits changements quantitatifs, au bout d'un certain seuil, vont devenir des changements qualitatifs. L'exemple que donne Engels, Engels c'est un grand pédagogue, parce qu'il recherche à chaque fois des exemples qu'on peut retenir. C'est l'exemple de l'eau qui est sur la gazinière. Vous mettez de l'eau sur la gazinière, en apparence ça ne change pas. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, vous mettez votre doigt, ça commence à... Mais ça fait... C'est des changements quantitatifs. Jusqu'à arriver à 100 degrés, ça devient la même chose pour la glace. Si vous refroidissez, ça devient de la glace. Le quantitatif se transforme en qualité. C'est ce prérequis-là que je vous demande de garder en tête, parce que l'impérialisme, on va tout de suite voir l'utilité de cela, l'impérialisme n'est pas une réalité différente du capitalisme. L'impérialisme, c'est le devenir du capitalisme au bout d'un certain nombre de changements quantitatifs. Ces changements quantitatifs vont produire une transformation qualitative de l'impérialisme. Ça va ça? Alors déjà, vous pouvez éliminer tous ceux, et c'est très fréquent, qui autour de vous vont vous parler d'impérialisme sans le relier au capitalisme. Par exemple, on va vous dire, oui, mais tout le monde est impérialiste. Mais l'impérialisme a toujours existé. Il y avait l'impérialisme romain, on voit ça par exemple. Allumez Arte, ils aiment bien ça, Arte, hein. Arte, chaîne pseudo-intellectuelle, etc. Allumez Arte, vous verrez l'impérialisme d'hier et d'aujourd'hui, de l'Antiquité aujourd'hui, l'impérialisme arabe, l'impérialisme musulman, l'impérialisme. C'est-à-dire qu'on va avoir une lecture qui est une lecture qui justement va découpler le fait que l'impérialisme est incompréhensible si je ne prends pas en compte le fait qu'il est consubstantiellement lié au capitalisme. Avant, il y avait autre chose, y compris les dominations. Mais les confondre avec cette réalité contemporaine, c'est se condamner à ne pas comprendre cette réalité contemporaine. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la première erreur. Seconde erreur, si on oublie cela, ça va être de considérer qu'on peut combattre l'impérialisme, qu'on peut mettre fin à l'impérialisme sans mettre fin au capitalisme. Très fréquent ici. Ceux qui vous disent, nous, on est contre le capital financier. Ouais. Et le reste du capital, vous n'êtes pas contre. Ceux qui vous disent, on va réguler le capitalisme. On va encadrer le capitalisme pour qu'il puisse fonctionner de manière non destructrice. Tout ça, c'est l'oubli que l'impérialisme n'est que le résultat de cela. Au PC, on aime bien ça. Hein. C'est des drames du PC. Hein. Ils vous disent, on va mettre des règles qui vont encadrer le capitalisme. Comme si c'était légitimé. Est-ce que ça, c'est clair? Bien. Donc ça, gardez-le en tête tout au long de ce qu'on va voir. Seconde dimension, qui peut me rappeler à quoi mène la concurrence sous le capitalisme et quelles sont ses conséquences sur le taux de profit. Dernier cours, ne dites pas que vous avez déjà oublié. La baisse tendancielle de profit
Absolument. La concurrence va produire une baisse tendancielle du taux de profit, qui va entraîner quoi? La baisse des salaires. Ouais, mais ça c'est un des éléments, tu l'as dit, qui va entraîner la crise. C'est ça qui provoque une crise. Comment se termine la crise? Une remontée du Oui. capitalisme. Alors effectivement, les crises se terminent parce qu'il y a un nouvel essor, mais ça se traduit comment? Ça se traduit par la disparition des canards boiteux, ceux qui ne font pas assez de profit, et l'enrichissement de ceux qui font beaucoup de profit. Et donc ça se termine sur une concentration du capital. C'est à partir de ça que Lénine va faire tout son travail de théorisation de l'impérialisme. Autrement dit, il va partir du troisième tome du... vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout lire maintenant. Par contre, vous pouvez le lire. Troisième tome du Capital, où Marx précise ces dimensions-là sur la concentration, et il va se poser la question, mais ça mène à quoi? Il a en face de lui le spectacle, il a l'avantage sur Marx de voir 50 ans après Marx, de voir que les hypothèses de Marx ont débouché sur la réalité d'aujourd'hui. C'est ça qui va lui permettre de théoriser. Il a les hypothèses de Marx, il a la réalité qui vient confirmer ces hypothèses, ça lui permet de produire sa théorie de l'impérialisme. C'est clair? C'est bien. Alors si ça c'est clair, regardons ce qui a amené Lénine à se casser la tête pour conceptualiser cette notion qu'il appelle l'impérialisme. Quel est le contexte? Nous sommes en 1916. 1916, quelques éléments de contexte à avoir en tête. Quelques années auparavant, une trentaine d'années auparavant, nous avons eu la conférence de Berlin. Conférence de Berlin, toutes les grandes puissances se réunissent pour se partager l'Afrique. Ils se mettent autour d'une table et ils disent: tiens, le Congo c'est pour toi. Tiens, le Mali c'est pour toi. On te laisse tranquille en Algérie, tu me laisses tranquille au Zimbabwe. Ça, Marx ne l'avait pas. Marx ne l'avait pas. Et pourtant, Marx avait dit: leurs contradictions les pousseront à aller s'épandre ailleurs, coloniser ailleurs, etc. Autrement dit, la réalité venait confirmer que la concentration du capital allait conduire à l'expansion mondiale du capitalisme et au partage du monde. Marx posait l'hypothèse, il l'a tiré du fonctionnement du capitalisme sans pouvoir le prouver par la réalité. Lénine a devant lui la réalité. Tout ce qui s'est passé depuis venait confirmer l'aspect génial des hypothèses de Marx. Seconde caractéristique de l'époque. Nous sommes en 1916, en pleine guerre mondiale. Le monde se déchire, c'est une boucherie. Et de nouveau, on a confirmation d'une des hypothèses de Marx, qui est la concurrence mène à la guerre. Troisième caractéristique de l'époque. Les principaux leaders du mouvement ouvrier, alors que depuis que Engels avait pris la direction de l'Internationale, la position du mouvement ouvrier c'était: s'il déclenche une guerre, nous retournerons nos armes contre nos classes dominantes. L'essentiel des leaders syndicaux et politiques du mouvement ouvrier se mettent derrière leur bourgeoisie. Comme qui? Comme qui? Comme le leader de CGT en France, comme le leader des... Je suis passé devant la statue du mec tout à l'heure. Je guette. Ah, de Juguet. C'est vrai. Et pour la guerre. Ah oui.
y compris des gens qui avaient des positions très correctes quelques années auparavant. Trahison massive, trahison pour certains conscients et pour d'autres non conscients. C'est toute l'intuition qu'a eu Lénine qui était de dire qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu être sensibles aux arguments de la bourgeoisie. Qu'est-ce qui fait que des gens sincères, qui se battaient, qui faisaient grève, qui étaient prêts à mourir pour la révolution, se sont trouvés embringués dans le discours d'unité nationale, patriotisme, patrie en danger, etc. Et là, Lénine dit, ils n'ont pas compris ce changement qualitatif, et donc ils n'ont pas les clés. Alors pour certains c'était conscient, hein, c'était des traîtres, mais pour d'autres ils n'ont pas les clés pour saisir cela, d'où sa volonté de faire un point, d'actualiser le marxisme en prenant en compte ces évolutions qualitatives. Et puis dernière dimension, dernier trait de contexte, nous sommes dans une période de révolution scientifique et technique. Autrement dit, les capacités de production de l'humanité n'ont jamais été aussi fortes au moment qu'à cette époque-là, y compris la guerre va les accélérer encore. Et donc, ces capacités de production viennent accroître toutes les contradictions du capitalisme. C'est-à-dire qu'elles viennent, on peut produire plus, faire plus de profit, ça crée plus de crise, ça crée plus de concentration, et donc ce besoin pour Lénine d'informer, d'expliquer pourquoi nous sommes là. Alors, c'est à partir de là que Lénine va commencer sa théorisation. Et vous verrez, c'est 1916, on croit qu'il parle d'aujourd'hui. Premier gros constat de Lénine, première grande affirmation, première grande hypothèse, qui n'est pas qu'une hypothèse puisqu'il donne un certain nombre de données chiffrées. Et faites l'effort, si vous êtes sceptique, d'aller regarder juste, prenez un magazine économique et prenez les données que donne Lénine, regardez-les aujourd'hui. Voilà, ce que dit Lénine, c'est non seulement vrai à son époque, mais c'est 10 000 fois plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Première grande dimension, nous dit-il, la concentration de la production qu'avait déjà mis en évidence Marx. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prérequis sur les crises économiques. La concurrence crée des crises qui créent une concentration. La concentration de la production débouche, au bout d'un certain nombre de changements quantitatifs, débouche sur des monopoles. Chose quasi inexistante à l'époque de Marx. Qu'est-ce que c'est que à l'époque de Marx? Les entreprises étaient des entreprises familiales, il y avait des grosses entreprises familiales, ces entreprises familiales, on n'avait pas encore une dimension de monopole. Dès l'époque de Marx, Marx est un des premiers à avoir montré ce que signifiaient les sociétés par action, ce qu'elles allaient produire. Hein, le fait d'avoir inventé les actions, avant c'était la famille qui possédait le capital. Là on a créé les actions des étrangers qui possédaient le capital. Ça dès l'époque de Marx. Et Marx l'analyse en disant ça va conduire à une transformation. Et ils disent, on ne peut pas dire encore quel type de transformation, jusqu'où, etc. Mais il annonce déjà un certain nombre de choses. Lénine en tire la conclusion. Ça a produit le changement qu'annonçait Marx. C'est ça, la création de monopoles. Qu'est-ce que c'est qu'un monopole? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot monopole? C'est quelqu'un qui possède le commerce d'une seule ressource. Il est bassin de prix. Voilà, c'est effectivement ça. Mais ça, c'est le monopole absolu. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit à 100% pour parler de monopole. À partir du moment où une grande entreprise est suffisamment forte pour déterminer le fonctionnement d'une branche ou de la production d'un produit, ça s'appelle un monopole. Si vous avez 40% de la production de chaussures, vous avez de grandes chances de pouvoir fixer les prix, décider de la qualité, lancer des modes et les autres suivront. Donc le monopole n'est pas forcément le monopole absolu. Il y a d'abord une tendance au monopole. Je dis ça parce que du coup, si vous cherchez le monopole absolu, vous ne le trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais un secteur qui est dominé à 100% par une seule entreprise. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de concurrence. Alors justement, la concurrence ne disparaît pas avec le monopole.
elle s'exacerbe. C'est les personnes en concurrence qui sont plus grosses. Il y a 1 ou 2 monopoles par branche, par production, mais la concurrence est encore plus violente. Il va produire d'ailleurs des guerres, des compagnies, etc. Donc, on peut considérer qu'il y a un monopole lorsque une production est déterminée par une place majoritaire d'un producteur. Et il y a monopole lorsque le monopoliste domine un secteur et domine donc, y compris ses concurrents. Et élément qui est trop peu souligné, que l'UNI met en évidence, il domine aussi des gens qui, auparavant, appartenaient à la classe dominante. Par exemple, le petit producteur. Yannis n'aime pas son patron. Il a créé sa petite boîte. Il a trouvé un contrat de sous-traitance avec Renault. Il est content parce qu'il pense qu'il est indépendant. Il est en fait complètement dominé par le monopole Renault, qui va décider de comment il va bosser, de combien il va être payé, de à quel prix il va vendre son truc, etc. Et là on revient, c'est une des erreurs que font les trotskistes qui pensent que le monopole c'est une personne qui prend tout. Non, les monopoles peuvent très bien déléguer. Regardez les Uber et les auto-entreprises, peuvent très bien déléguer à partir du moment où ils dominent. Le monopole c'est la domination du secteur, c'est pas forcément la propriété du secteur. Est-ce que c'est clair ça? Alors c'est important parce qu'en termes de stratégie politique, eh bien, on va avoir des choses nouvelles, dit Lénine. Tel petit artisan qui avant était anticommuniste, antisyndical, etc., peut se retrouver dans une situation où sa situation, il voit bien qu'il est complètement dépendant maintenant du monopole. Et donc, il peut avoir des velléités de transformation. Et donc, là, il y a des questions d'alliance nouvelle qui se posent. Et donc, en plein temps, il y a des agriculteurs, les petits artisans, et les petits agriculteurs qui se sont bouffés et qui se sont fait trahir. Parce que c'est au moment où il y a la crise que les masques tombent, et s'aperçoivent que leurs syndicats, ils n'en ont pas. En réalité, ils se retrouvent seuls face au grand groupe. Et justement, on a posé la question il y a pas longtemps dans un débat, ici, de savoir comment on faisait, justement, vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'il y a plein de gens pour qui, au sein de la CGT, ces gens-là, c'est la droite. Alors qu'en réalité, c'est objectivement, c'est nos alliés. Absolument. Il faut les récupérer. Absolument. Donc c'était ça le risque de Absolument. Avec la seule différence qui est qu'une alliance, en fait, c'est ça qu'il faut poser. Sinon, on a un faux débat. Il y a des gens qui vont être pour et des gens qui vont être contre. C'est pas ça le débat. Le débat, il est qui dirige l'alliance. Voilà. Parce que qu'il faille s'allier avec des petits producteurs, avec des artisans, etc. Pour moi, c'est une évidence quand on regarde ce que c'est qu'aujourd'hui la classe dominante. Mais la question qui est posée, c'est sur la base de quoi? On se pose à ça sur la base de quoi? À partir de quels intérêts? Si c'est la vision du monde et les intérêts de cette petite bourgeoisie qui dirige, elle ne va pas être dans la forme de classe. Elle va être dans quelque chose d'intermédiaire, de compromis, etc. Et donc le problème qui est posé, c'est juste qu'ils dirigent l'alliance, pas la question de l'alliance. Les gauchistes vont vous dire pas l'alliance, ils se plantent. Les droitiers vont vous dire alliance entreprise, ils se trompent. C'est alliance, mais sur la base d'un socle qui est celui de défense des salariés. Parce que si défendre les petits producteurs, c'est au détriment des salariés, si te mettent en avant, nous on revendique que les salaires baissent. Il n'y a pas la même chose. Et donc là, la question qui est posée, c'est vraiment qui dirige l'alliance? Sur quelle base elle est constituée? Ça va? Bien. D'autant plus que les petits producteurs sont souvent moins, peut-être, agressifs. Enfin, tu sais, on présente toujours les petits artisans comme des anciens ouvriers qui ont recruté d'autres personnes, et du coup, ils n'exploitent pas pareil.
c'est pas le même rapport psychologiquement. Bien sûr. Oui, ben, ils correspondent beaucoup plus au tout début du capitalisme et au capitalisme Les mecs ont des illusions, et toi tu sais que leur position fait que c'est quand même des petits patrons, mais que tu vas quand même jouer sur leurs illusions parce qu'elles sont utiles. En fait, sur l'alliance de classe. Marx donne une image que moi j'ai trouvé très, très, très belle, où il dit bon, il ne faut jamais cesser d'être matérialiste. Il fait ce conseil-là à des délégués syndicaux, justement, qui posaient la question, mais avec les petits patrons, on fait comment? Et Marx dit, ben, vous jugez sur les actes. Parce que si vous jugez sur ce qu'ils disent, vous allez avoir des situations qui sont ingérables. Il donne l'exemple, il dit, très franchement, un employeur qui est sincèrement triste quand il licencie. Qu'est-ce que ça change pour le salarié? Et donc il dit, en tant que, il n'y a pas de problème, il y a des employeurs qui, par culture chrétienne, vont pleurer devant, je suis obligé de licencier. Mais il licencie, il ne va pas diminuer ses profits, il va licencier quand même. Il n'empêche qu'il est libre. Et donc là-dessus, la question qu'il posait, c'est toujours rester matérialiste, parce qu'effectivement, lui, il est persuadé qu'on peut trouver un capitalisme harmonieux qui défend les intérêts de tout le monde, etc. Sur qui dirige l'Alliance, le qui s'adresse à l'idée de base, c'est pas une personne, on en parlait. Non, c'est une classe sociale, c'est le catégorie sociale. C'est pas, est-ce que c'est Habib, hein? Non, c'est pas Habib. C'est Ho Chi Minh qui disait, je parlais ça tout à l'heure, mais dans la jungle, où ils sont dans la guerre contre la France, et Ho Chi Minh a des remontées de militants qui accueillent des mandarins de la haute société intellectuelle, mais qui veulent rejoindre la résistance, mais à condition qu'ils soient pris dans des chaises à porteurs pour la jungle, parce qu'ils ont un haut rang et tout ça. Et donc les mecs s'énervent en disant attendez, et Ho Chi Minh dit mais non, portez-les sur les chaises à porteurs jusqu'au bout. Et vous verrez dans 15 jours ils y arriveront plus à les porter. Parce que psychologiquement c'est plus possible, parce que tu choisis ton camp. Alors, là on a un très bon exemple de ce que c'est la force et la scientificité de la dialectique. Parce qu'on a quoi? On a la concentration, ça c'est la thèse. La concentration produit la négation, le monopole. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les concurrences vont aboutir à des crises, les plus gros vont s'en sortir, ça va être plus concentré, ça va produire du monopole. Donc la concentration, non pardon, la concurrence, excusez-moi. La concurrence produit le monopole. Donc elle produit son contraire. Mais le non-monopole, il produit quoi? Négation de la négation, une concurrence encore plus exacerbée. Puisque maintenant, ce qui est en concurrence, ce n'est pas 10 000 petits employeurs, c'est deux gros groupes, deux grosses multinationales. Et donc on a une thèse, sa négation et la négation de la négation. C'est ça le dépassement, Überwiegung, c'est ça. C'est pas c'est plus comme avant, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que c'est clair? Bien. Voilà la première caractéristique de ce qu'est l'impérialisme de Lénine. Le capitalisme, à son stade concurrentiel, c'est un capitalisme de concurrence, et uniquement de concurrence. À son stade impérialiste, c'est un capitalisme de monopole. L'impérialisme, c'est le capitalisme de monopole, dit Lénine. Seconde caractéristique, le nouveau rôle des banques. Lénine nous dit, les banques sont des entreprises comme les autres. Elles entrent en concurrence les unes avec les autres. C'est-à-dire, les nouveaux Marx l'avait déjà souligné. Elles vivent donc le même processus que les capitaux industriels. Même processus pour les banques, ça veut dire quoi? Il va y avoir concentration. À chaque crise, il y a des petites banques qui disparaissent, des grosses banques qui les bouffent.
et qui deviennent des banques de monopole. On a des banques monopolistes. Demandez à ceux qui ont encore leurs grands-parents, hein, demandez-leur, il y avait combien de banques quand tu avais 20 ans? Ils vont vous dire, il y avait tous les coins de rue. Et des banques qui couvraient une ville, et des banques qui couvraient une profession, il y avait des banques qui couvraient, etc. Aujourd'hui, vous avez une trentaine de grands groupes, et dans cette trentaine de grands groupes, il y en a 2 monopolistes. Donc on a bien une concentration de la banque qui fonctionne exactement comme le reste du capital. Et ces banques, comme leur production, c'est l'argent, elles sont donc à une place stratégique pour... Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur excédent, les banques? Ouais, mais... Oui, c'est une différence. Ils investissent l'argent. C'est-à-dire? Les faire fructifier. Ouais. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Donc ça revient à ce qu'il dit. Ouais. Ben, comme on dit dans des multinationales, le capitalisme, l'impérialisme, c'est des sociétés parasites. Elles vont entrer dans les conseils d'administration, dans les capitaux des grands groupes industriels. Et donc, hein? C'est le CAC 40 ou le Oui, c'est ça. C'est toute la bourse, c'est ça. La bourse, c'est les actions sont là, qui en veut, celui qui offre le plus, et les banques ont de l'argent pour offrir, et elles finissent par prendre place dans la gestion du capital industriel. Avant, vous aviez un capital bancaire qui prêtait au capital industriel. Maintenant, il continue à prêter et à demander des intérêts. Mais en plus, il entre dans le capital. Les banques sont propriétaires d'entreprises. Vous l'avez tous dans vos poches. Hein? La carte Auchan. La banque Auchan. C'était inimaginable il y a quelques dizaines d'années. Quelques dizaines d'années, il y avait Auchan, ça vendait. Maintenant, il y a une banque. Il y a une banque, vous êtes... Est-ce que c'est pas une tentative justement d'échapper au capital financier pour Auchan? Non, parce que Auchan n'est pas propriétaire, c'est la banque Accor. Auchan a des actions dedans, mais il y a aussi des banques qui ont des actions, les autres banques ont des actions dedans. Si je voyais le truc des gros monopoles pour se briser entre eux, c'est beaucoup plus difficile que pour briser les petits. Et du coup, ils sont obligés de lâcher de l'argent, enfin s'endetter en fait finalement pour briser un monstre. Tu dois lâcher du lest, tu dois t'endetter. Et du coup, t'endetter, c'est te donner de la souveraineté à des banques pour quitte à laisser les banques monter pour briser le concurrent. Et du coup, c'est les banques qui gagnent à tous les coups. Et donc, on se retrouve avec une situation nouvelle qui était avant une séparation des différents types de capitaux. Il y avait le capital commercial, le capital industriel, le capital bancaire. Et ils s'arrachaient, ils étaient en concurrence pour prendre la plus-value. Il va prendre le plus de plus-value. Donc les banques mettaient des intérêts pour qu'une partie de la plus-value revienne vers eux. Les industriels essayaient de s'autofinancer pour pas trop donner aux banques. Donc il y avait une concurrence entre les différents capitaux pour savoir qui va bénéficier de l'exploitation et de la plus-value extorquée aux travailleurs. Or aujourd'hui, cette séparation-là, nous dit Lénine, a tendance à disparaître. C'est une tendance quantitative qui va aboutir au qualitatif. A tendance à disparaître. D'où ce que Lénine propose d'appeler, il donc propose le concept de capital financier. Donc il nous dit, l'impérialisme, c'est l'époque du capital financier. Et il définit le capital financier comme la fusion du capital bancaire et du capital industriel. Alors c'est important parce que ça veut dire, c'est très cohérent avec ce qu'on a dit auparavant sur le monopole, ça veut dire qu'il y a toutes les lois du capitalisme, mais on est complètement sorti du fonctionnement du capital concurrentiel. Il n'y a plus aucun chef d'entreprise attaché à sa production. Il est uniquement attaché à son profit. Alors que les tout premiers capitalistes, ils avaient un mix, c'était d'abord leur profit, mais quand même mon entreprise, mais quand même j'ai fait le seigneur de mon front, mais quand même c'est un héritage familial, mais quand même les ouvriers je les connais, j'ai grandi avec eux, etc. Ça c'est fini. On est sur une logique dans laquelle
c'est un capital anonyme, un capital financier, qui est une fusion à la fois de capitaux qui viennent de l'industrie et de la banque, donc qui n'ont plus rien, à la limite, qui ne connaissent plus rien de ce qui est produit, ni des personnes qui sont produites. C'est la mondialisation actuelle, hein, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. On se réunit, on décide de fermer une entreprise pour aller ailleurs. Ça aurait provoqué des suicides dans le passé. Là, on vient d'entendre, juste en arrivant, on entendait à la radio que Sanofi, là, ce matin, a annoncé qu'ils ont fait des petites études sur les petits médicaments qu'ils vendent et sur la thune que ça leur rapporte, et que sur les 300 médicaments globalement qu'ils vendent là, actuellement, ils vont en garder que 100, ce qui fait que ça va avoir un impact sur les usines de production, et les plus impactés, c'est en France, où il va y avoir plus de 1600 licenciements et 1000 moins en France. Et très clairement, c'est qu'ils ne gardent en production que les médocs qui sont les plus rentables, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour le cancer, pour machin, tout. C'est exactement le même, ce à quoi on a affaire avec l'hôpital public, avec les dosages, tout ça. Et c'est exactement ça, c'est privilégier le profit sur l'argent. Une des raisons pour lesquelles, pendant la pandémie, l'économie française était incapable de produire des médicaments de base, et tout ça, c'est pas les plus rentables. Les plus rentables continuent d'être produits ici. Les moins rentables, on les produit en Chine, en Inde, etc. Les médicaments génériques qui ne coûtent rien, dont on avait besoin, etc. On a décidé de ne pas les produire parce que ça ne rapporte pas assez de profit. C'est tout ça, c'est tout ça. Sauf celui qui aurait été utile. Quoi? Dont celui qui aurait été utile, mais bon. Ah, vous voulez relancer un débat C'est un générique. Première caractéristique, l'impérialisme, c'est le capitalisme de monopole. Seconde caractéristique, l'impérialisme, c'est le capitalisme de l'époque du capital financier, fusion du capital bancaire et du capital industriel. Troisième dimension, la conséquence politique de cela, en termes de composition sociale. Le capital financier va appeler une transformation des classes dominantes. Ça va produire ce que Lénine appelle l'oligarchie financière. C'est-à-dire des personnes qui, possédant ce capital financier, prennent des décisions qui déterminent le sort des industries et compagnie. Les fameux fonds de pension, vous entendez parfois, c'est quoi un fonds de pension? C'est quelqu'un qui est une grande, c'est un groupe qui a une grande masse et qui va investir là où ça rapporte de l'argent, mais qui va le retirer parfois 24 heures après. Parce qu'ailleurs, il y a plus intéressant. Et donc il n'y a plus aucun lien entre ceux qui prennent les décisions pour leurs dividendes et la production concrète. Et quelles que soient les conséquences, ce qui les intéresse, c'est la question de leurs dividendes. Il y a donc, au sein de la classe dominante, une oligarchie financière qui va apparaître. Autrement dit, il y a une classe dominante large, et dedans, il y a ceux qui comptent vraiment, qui sont une oligarchie financière. C'est le très grand capital. Voilà, c'est le grand capital. Il faut revenir au concept de base qui était utilisé avant. Aujourd'hui, il y a des mots qui sont plus utilisés. Il n'y a pas que le capital, il y a le grand capital qui détermine, qui donne l'orientation pour le reste du capital. C'est quoi la différence entre l'oligarchie financière et le monopole du L'oligarchie financière, c'est les propriétaires, c'est les grandes fortunes qui sont propriétaires de tout ça, alors que le monopole, c'est la forme. C'est la forme. C'est la classe sociale qui est différente. Oui, c'est la classe sociale, l'oligarchie financière. D'accord, l'oligarchie, c'est la classe sociale en fait. Oui, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains concrets, c'est les 1% de la planète qui domine, et qui possèdent des monopoles, et qui possèdent les actions, et qui. Voilà. C'est l'incarnation du capital. C'est les 200. Le PCF a fait en France, c'est 200 familles à l'époque. Il faut enlever le mot famille, parce que maintenant, c'est même plus des familles, c'est des propriétaires d'actions. Mais oligarchie, ça veut dire très peu qui ont le pouvoir en fait, oligo. Donc il y a très peu de gens qui décident. Il y en a un peu plus qui profitent, tout le capital profite, mais ceux qui décident vraiment, c'est très peu de gens. Puis après, il y a la grande masse qui paye.
D'accord. Et donc Lénine nous dit on est sur l'impérialisme est une société beaucoup plus pyramidale que le capitalisme de concurrence. C'est la même logique que le capitalisme, mais poussée à son extrême. On est sur une société pyramidale. Il n'y aura pas à couper beaucoup de têtes. C'est ça l'avantage. Non, mais pour la révolution, on va. Il nous aide là. On peut déborder un peu. On sera obligé de déborder un peu, mais. Si les autres étaient sages, ceux qui n'ont pas trop à perdre s'ils étaient un peu sages, ils auraient. Mais justement, on a une petite tête assez haut là. Donc ça c'est sur l'aspect théorique peut-être, mais dans la pratique. Voilà, lui il va déborder. Lui, il cherche la raison théorique pour déborder. Non mais C'est la réalité. non mais pour y parvenir, tu auras Mais tu auras même des outils qui vont être formés, bien sûr. Voilà, les pronoms d'extrême droite, tu auras tout ça. Ouais, d'accord. Oui, mais c'est pas rien. Oui, oui, mais moi, je te parle de manière objective. Après, de manière objective, tu as raison. Tu vas avoir, y compris. Parce que dit comme ça me paraît facile, mais sinon, voilà. Non, mais si tout se passait scientifiquement, il y aurait pas beaucoup. On ne devrait pas en fusiller des masses. Maintenant, il y a la dimension idéologique. Mais il ne s'agirait même pas d'aller jusque-là. Il s'agirait déjà de faire basculer la pression sociale et la menace qui pèse sur la classe sociale dominante, qui est la classe prolétaire, ou la classe moyenne, on veut faire basculer la menace que nous, on vit au quotidien sur des gens qui sont à l'abri de tout ça, en fait. Il y a Damasio qui donne un exemple que je trouvais très amusant. Il disait, qui ça? Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction, et qui à un moment disait, si vraiment vous voulez faire réagir Emmanuel Macron, eh ben, kidnappez ce mec, amenez-le à Tataouine, au milieu de la forêt, je sais pas où, là, désapez-le, laissez-le sur son téléphone sans rien, et qui rentre tout seul en bateau. Bah, là, il y a un moment où l'inquiétude, l'angoisse, la menace de mort, elle va lui tomber dessus comme, au moins autant qu'il s'en garde et qu'il s'en défend avec tous ses privilèges et dans sa cloison dorée de. Après, n'oublie pas. Il va faire basculer les choses en fait. Après, n'oublie pas, il a le pouvoir, il a l'armée, oui, il a la police. Si rien, bien sûr, pour concrètement arriver à le kidnapper, il va falloir s'organiser, mais on n'est pas obligé de couper les têtes tout de suite, même si je comprends que. Non, mais les marxistes aimeraient ne couper aucune tête. Mais après, si on est obligé, on est obligé. Je veux faire changer la peur des gants, C'est trop romantique. C'est comme un phénomène. Comme tu as dit ça une fois par rapport à la résistance armée, tu as dit que c'est l'ennemi qui décide de la forme de la résistance. C'est jamais les dominés qui décident de la forme de la lutte. Ouais, c'est toujours les dominants. C'est comme les keufs qui viennent dans la manifestation, c'est un peu de rapport de force. C'est aberrant, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas eu des discours qui disaient justement comme c'est des monopoles, il n'y a plus de concurrence et donc ça va devenir un capital Si, bien sûr. pacifique? Bien sûr, il y a un auteur qui s'appelle Kautsky. Il n'y aura plus de contradiction. Il y a un auteur qui s'appelle Kautsky. Ils sont tous copains entre eux. Voilà, qui a essayé de se moquer de Lénine en disant ah, mais t'es contradictoire. Tu peux pas te dire qu'il y a monopole et qu'il y a concurrence. Et c'est là que Lénine, justement, a précisé dans ce chapitre-là, dans le chapitre de son livre là-dessus, où il précise ce que j'ai dit au tout début. Attention, monopole, c'est pas je maîtrise tout. C'est lorsqu'il y a la domination sur un secteur, mais celui qui est juste en dessous. Lénine l'appelle l'outsider, le nouveau. Il essaie de faire quoi, lui? Prendre la place du premier. Et donc la concurrence, elle est encore plus acharnée. Et donc, contrairement à la parole. Et donc Kautsky, lui, il a théorisé ça en disant ça va produire un ultra-impérialisme qui est symbole de paix. Donc il n'y a plus besoin de faire la révolution. Laissons le capitalisme continuer sa concentration. Ça va aboutir à un monopole complet, donc à la fin de la concurrence, donc à la paix. C'était 1916, on est 2020. Regardez. Mais c'est justement ce qui fait que ça continue, c'est qu'on se berne de ça. Certains se bernent de ça. Ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C'est le socialisme. La mondialisation. L'histoire sur la mondialisation. La mondialisation va nous amener la paix.
Il n'y a que depuis 5 ans là qu'on commence à avoir de nouveau des discours critiques sur la mondialisation. À part chez les marxistes qui ont toujours dénoncé. Mais jusqu'à une époque récente, tout le monde nous disait la mondialisation, l'Europe amène la paix. Ce discours-là, vous l'avez entendu. Donc on voit bien que ce n'est pas une affaire du passé. Si vous voulez vous régaler, lisez le chapitre de Lénine sur Kautsky, dans son livre. Non, il y a des phrases extraordinaires, parce qu'il est très, très taquin, Lénine. Donc, voilà. Donc l'ultra-impérialisme, on l'attend toujours, quoi. Et depuis qu'ils ont parlé de l'ultra-impérialisme, on a eu la Seconde Guerre mondiale, on a eu toutes les guerres pour le pétrole, on a les guerres aujourd'hui en Afrique, donc le ultra-impérialisme, on l'attend toujours. Et peut-être même demain en Europe, on ne sait pas. Ah ben, inévitablement, ça se bougera aussi. Parce que l'Europe elle est belliqueuse vis-à-vis de la Russie, avec l'OTAN, et ça peut basculer. Bien sûr. Oui. Ceux qui croient que l'Europe est protégée. Mais de nouveaux monopoles sont apparus depuis Kautsky, de toute façon. Enfin, je veux dire, le nombre se réduit, mais c'est pas toujours les mêmes. Oui, Amazon, oui, bien sûr. Qui profite de la crise du Covid. Amazon, exactement. Un monstre. Mais sans confinement, tu n'aurais peut-être pas eu ça. Il y a des événements, la contingence qui fait que tu rebats les cartes. C'est-à-dire qu'on fait de nouveaux monstres. On est passé du capitalisme de concurrence dans lequel il y avait des milliers de capitalistes en concurrence les uns avec les autres, pour grossir, à maintenant une situation dans laquelle il y a toujours 2, 3, 4 monopoles qui bougent, certains font faillite, d'autres réémergent, etc. Mais il y a toujours, maintenant la concurrence est entre grands groupes et non plus entre petits capitalistes. C'est ça la différence. Mais c'est surtout pas le fait que c'est toujours les mêmes, etc. Non, ça bouge, bien sûr. Certains sont bouffés, d'autres sont rachetés, d'autres émergent, etc. Ça va? Oui. Bien. Si on a bien compris ça, il faut également, nous dit Lénine, cette oligarchie financière, je sais plus, Lénine, ici, cette oligarchie financière, elle n'est pas découplée, cette transformation des classes dominantes, elle n'est pas indépendante de ce qui se passe vis-à-vis de quelque chose qui s'appelle l'appareil d'État. Cette oligarchie financière va prendre possession de l'appareil d'État. C'est ce que Lénine appelle le capitalisme monopoliste d'État. Prendre possession du capitalisme d'État. Non. Capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire que l'État, là, monopoliste. Il a dit, capitalisme monopoliste d'État, il a dit cette Ah oui. Ce qui n'est pas dans la même pas dans la même définition qu'un Bocara du PCR après. C'est pas. Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est les monopoles dirigent l'État. Et dans le chapitre de l'impérialisme, statut suprême du capitalisme, où il aborde cela, il précise les modalités. Et il nous dit quelles que soient les formes de cet État. La démocratie bourgeoise, nous dit-il, n'est qu'un paravent. On va corrompre des députés. C'est des exemples qu'il donne, la corruption des députés. Le fait de proposer, après leur passage politique, des postes dans le privé. Toute chose qu'à l'époque de Lénine n'était pas évidente comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu tellement de scandales que ça nous semble, bah oui, c'est évident, Lénine n'apporte rien. Sauf que là, il posait il annonçait vers où on allait, qui sont des faits avérés aujourd'hui. Le fait d'offrir des places dans les conseils d'administration des banques. Autrement dit, on a un appareil d'État qui est intimement lié avec au grand capital. Par les mariages, par les... L'usin, son mari... Exactement. Mais attends, c'est ce qu'il disait sur juste l'histoire de... Il y a une crise sanitaire. Macron, qui ne connaît rien, le mec ne connaît rien au virus, je veux dire, il connaît un virus, il s'entoure d'un haut conseil scientifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des gens cooptés, et donc on disait avant-hier que le professeur Raoult, tu vois, qui dit, moi je suis rentré dans ce qu'on pense qu'on veut du mec, mais il rentre dans le haut conseil, il dit mais c'est bizarre, le patron de Gilead tutoie tous les mecs du haut conseil scientifique autour de Macron. C'est quoi ce truc? Et il dit également que
sur les 10 meilleurs infectiologues français, il n'y en a aucun dans ce conseil. Ouais. Il n'y a aucun Par contre, il y a que spécialiste. des notes au patron de Guidéal. C'est l'exemple. Vraiment, sur une situation nouvelle, tu vois, personne ne veut le prévoir, mais bam. Et là, t'as un conflit d'intérêts généralisé autour. Et après, t'as des décisions qui sont prises. Si tu veux contrôler les gens, il faut prendre des nuls. Il faut prendre des plus mauvais faits. Et comme après, déjà nuls. Ah non, c'est pas lui qui les a. En réalité, c'est pas lui qui les a choisis. Et la meilleure preuve, c'est que pourquoi il a rendu visite à Marseille, ça s'est traduit par rien, mais le mec, même s'il a lui-même un doute en se disant attends, je vais peut-être pas en trouver des deux, il va visiter quand même, tu vois, il se demande, mais au final, la décision est quand même prise, mais c'est bizarre cette contradiction. Le mec, en tant que tel, Macron, tu peux le mettre dans une cage pendant 15 jours sans boire et sans manger, même il changera peut-être lui-même, mais du coup on l'enlèvera et on mettra quelqu'un d'autre à la place. Ça, c'est une chance pour nous, ça, qui prend les ailleurs. C'est pas lui qui a choisi les mecs sur la piste. Ouais, C'est un pion. Une autre conséquence de ce dont Guillaume parlait, là, qui a été pour moi honteuse, c'est que justement l'instrumentalisation de ce discours-là pendant le Covid, où le mec, en fait tous les mecs du gouvernement passaient leur temps à dire alors nous on sait pas, en fait on va il y a les scientifiques qui vont dire. Donc les mecs se dégonnaient totalement de la responsabilité à prendre des décisions, à constater l'effroi et la démission dans laquelle on était pour accueillir la crise humanitaire. C'est vraiment Le gouvernement, en réalité, le gouvernement, déplorable. il gère les choses comme un patron d'entreprise. C'est-à-dire qu'il se défausse sur les équipes, sur le manager, il dit voilà, c'est la même chose. Et c'est ça, en réalité, la France, c'est plus il n'y a plus d'État. C'est à l'image de l'entreprise. De toute façon, le mec est arrivé au pouvoir, je crois, genre 6 mois avant son élection. Ces grands poteaux qui dirigent Paris Match et toute compagnie, là, LVMH et les autres, enfin les deux autres zozos, là, ils ont absolument. Enfin, genre, c'est Juan Branco qui montre à quel point genre, ça a été construit, ça nous a été présenté comme une espèce de cadeau, comme ça, ce mec est arrivé dans une espèce de Moïse, il a été élu comme ça, ni d'Ève ni d'Adam, sur la base de rien du tout, avec une espèce de romance. En tout cas, on voit bien qu'on a une confirmation à la fois de la thèse de l'oligarchie financière et à la fois la thèse de sa traduction en termes de domination sur l'appareil d'État. Ça, c'est pas Lénine qui le dit, c'est moi maintenant. Je considère que, pour ceux qui connaissent mes réflexions sur la mondialisation capitaliste, je pense qu'on est entré dans une nouvelle séquence historique de l'histoire de l'impérialisme, et que je pense qu'à l'oligarchie financière, c'est adjoint aujourd'hui, à cause justement des prises de conscience populaires et des luttes de classe en exacerbation, c'est ajouté une oligarchie politique, intellectuelle, philosophique, etc. Les chroniqueurs qui sont à la fois spécialistes du Covid et 15 jours après spécialistes du racisme. C'est extraordinaire, quoi. Ils sont spécialistes de tout. On voit bien qu'il y a une autre oligarchie. Et c'est quoi le film là qui montre qu'ils bouffent ensemble les chiens de garde. On voit bien que là, ce lien oligarchique entre l'oligarchie financière et l'appareil d'État, il s'est élargi aujourd'hui. Voilà, les médias, les personnalités, etc. Donc, moi, une des hypothèses, c'est l'élargissement de l'influence idéologique au-delà. Auparavant, c'était les députés, quoi. On avait nos manières de faire passer les lois. Aujourd'hui, on se dit, ça ne suffit pas de faire passer des lois, il faut aussi influencer l'opinion. Et ça, c'est parce qu'on a peur de la réaction. On a peur parce que la situation est tellement scandaleuse que ça devrait provoquer des luttes de classe élue. Donc le contrôle de la pensée est devenu un impératif beaucoup plus fort qu'à l'époque de Lénine lui-même. Est-ce que j'ai remarqué quand même un truc, qui est une sorte de pudeur en France sur ces aspects-là qui n'existent pas à la télé. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses à la politique aux États-Unis, à Washington, c'est une fourmilière de lobby. Et tous les députés sont clairement définis comme les émissaires de telle ou telle grosse boîte. Et tout le monde le dit. Les médias aussi. Bah, tu vois, il n'y a pas de pudeur par rapport à ça. Il faudra convaincre celui-là parce que lui, il est payé par machin. Pas d'hypocrisie, je veux dire. Comment ? Moi, j'appelle pas ça la pudeur, j'appelle ça, t'as pas d'hypocrisie. Non,
Là, il n'y a pas d'hypocrisie, Voilà. et en France, il y en a une. Voilà. Pudeur ou Ah oui, hypocrisie. ouais. Mais que tu regardes à Bruxelles, pareil. C'est un vivier de lobby autour de la Commission européenne. Il n'y a que des lobbies. Il y a des milliers de gens qui sont payés. Il n'y a que deux pays comme ça. Il n'y a que deux pays. C'est la Belgique et la France. Mais la Belgique, elle prend toutes les maladies de la France avec un jour de retard. Mais en France, on fait comme s'il n'y avait pas de lobby. C'est ça le. Mais pourquoi? Comme s'il n'y avait pas de violence policière. Parce que culturellement, il y a ce truc de la République. Bah, il y a ce public. mythe de l'État Voilà, neutre, il y a un mythe de la République neutre. qui n'existe pas chez les anglo-saxons. C'est là qu'on voit que l'histoire de chacune des nations ne change pas les lois, mais change la manière dont les lois s'expriment. C'est tout. Ça change le décor, mais ça ne change pas. Ça change le point de vue de la gauche locale sur la politique aussi. Bien sûr. La gauche est contaminée par cette croyance dans la République indivisible et machin, etc. Alors qu'en fait, il y a autant de lobbies à Paris qu'à Bruxelles ou à Washington. Mais ici, c'est caché. Enfin, il y a une omerta. C'est la déification de l'État. C'est le mythe de la Révolution française. L'impact de la religion. Oui, on croit qu'on s'est émancipé de la religion, peut-être. Tu vois. Ça, je Côté laïque. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un discours qui me paraît très religieux du semblant, des problèmes qui ne concernent pas nous, qui concernent que les autres, de la culpabilisation, sur tout ce que tu viens de dire là, j'ai l'impression d'entendre Mais c'est un truc très formel peut-être. Le fait de dire, nous on est laïcs, nous on est républicains, nous on est humains, donc l'État c'est autre chose que le système. C'est le mythe de l'État indépendant, qui est plus fort dans certains pays que dans d'autres, dans l'histoire nationale, et en France il est plus fort qu'ailleurs. Cette idée d'un État au-dessus des classes sociales, y compris d'ailleurs avec, du coup, comme perspective pour des gens qui sont révolutionnaires, qui y croient, etc., qui est de dire on va conquérir l'État. Il ne s'agit pas de casser l'État et de le remplacer par un autre. Il s'agit de dire il suffirait qu'on ait la majorité pour que l'État, on le mette à notre service. C'est une vision de l'État qui est l'État neutre. L'État n'est pas neutre. Lénine a montré l'État est en lien avec l'oligarchie financière. Qu'est-ce qui parle de neutralité? Disons que celui qui se dit neutre, en fait, c'est quand on est dans un conflit, moi je suis neutre, je suis la Suisse, c'est en fait celui qui est neutre prend toujours parti pour le dominant. Absolument, celui qui est c'est le prêtre sud-africain, Desmond Tutu. Chez nous, ça joue peut-être aussi au niveau des cabinets ministériels, parce que souvent on change de ministre ou quoi que ce soit, mais le cabinet ministériel ne change pas. Ils sont stables. Le fonctionnaire, etc., ne change pas. Au final, les gens, le souci de l'État, il est là. Ou le mec que tu connais qui va devenir député, le député de Lille à l'Assemblée nationale, il va se rendre compte qu'en fait il ne sert à rien. Il a eu toute une histoire sur tiens, je vais devenir député, donc je vais avoir une légitimité, des épaules, tu vois, pratiquement, puis en fait il va à l'Assemblée nationale, il se rend compte que ça ne sert à rien d'être là. Les mecs sont dans une position difficile parce qu'ils sont députés, objectivement, mais il n'y a rien qu'à changer. On va avancer parce que là je vois que ça fatigue. Quatrième élément, nous dit Lénine, observons ce qui est exporté à l'époque de Marx et à l'époque où lui il écrit. Et il constate quoi? Il dit à l'époque de Marx, l'époque du capitalisme de concurrence, quand il y avait plein de petites entreprises, ce qu'on exportait c'était des marchandises. À l'époque de Marx? Oui, ce qu'on exportait c'était des marchandises. Autrement dit, je produis des chaussures, j'essaie de les vendre en Algérie. Voilà. Pour donner de l'argent. Et il dit aujourd'hui, c'est pas ça, on exporte des capitaux. Je vais exporter mon argent pour ouvrir une entreprise de chaussures, là où ça coûte moins cher le salaire des ouvriers. Donc l'impérialisme, c'est le capitalisme de l'époque de l'exportation des capitaux. Aujourd'hui, ça va encore plus loin, du coup, parce que... L'impérialisme, c'est le... C'est le capitalisme basé sur l'exportation des capitaux. Aujourd'hui, ça va encore plus loin, parce que c'est même plus des capitaux, on déplace aussi la force productive. Oui, mais c'est les capitaux. C'est le capital traduit en machine, c'est la même chose. Les formes, nous dit Lénine, d'exportation du capital, il y en a deux. La première, c'est le prêt. Une des manières d'exporter le capital, c'est de prêter de l'argent.
la Tunisie a un problème de trésorerie, nous, Banque occidentale, on est prêt à vous prêter. Ils se battent même pour prêter. Oui, bien sûr. Bon, ça va, hein. Avec bien entendu des taux d'intérêt. Qu'est-ce que représentent ces taux d'intérêt? Beaucoup, parfois beaucoup plus. Non, l'extorsion. C'est l'extorsion. L'extorsion de quoi? De plus-value. De plus-value qui? Les travailleurs. Oui. Les intérêts, c'est de la plus-value tunisienne, de travailleurs tunisiens qui vient dans les poches de propriétaires de capitaux occidentaux. J'ai une question, peut-être que tu vas nous expliquer après, mais le colonialisme à l'époque de Marx ou à l'époque de l'impérialisme, c'est quoi la différence en fait, du coup, par rapport à cette notion d'exportation du capital C'est exactement la même chose, sauf que Marx, en fait Lénine dit, moi je n'ai rien fait que de pousser les hypothèses de Marx jusqu'au bout. C'était trop précoce à l'époque de Marx pour qu'il puisse donner une explication totale, mais il a posé toutes les hypothèses. Donc en fait, Lénine ne fait que poursuivre jusqu'au bout. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 1830, quand la France a colonisé l'Algérie, est-ce que, comment dire, à l'époque, est-ce que c'était déjà l'impérialiste? Est-ce qu'elle était déjà impérialiste ou pas? Oui, mais c'était, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure sur le quantitatif-qualitatif. C'est-à-dire, oui, c'était déjà l'impérialisme, mais pas l'impérialisme abouti. C'était une tendance vers, c'était ça qui était en train de se constituer. Et du coup, clairement, aujourd'hui, même si on dit que la Tunisie, c'est encore un argument, comme si je suis convaincue, si on dit que la Tunisie elle est indépendante ou elle est indépendante en 1956, c'est pas le cas. Donc, il y a une exportation massive de capital français surtout et européen en Tunisie. C'est la forme de la dépendance qui a changé, mais c'est pas la dépendance. Oui. C'est fou. Peut-être qu'elle n'avait jamais été aussi colonisée que depuis Que Absolument. Et il ne faut pas hésiter à le dire comme ça. Après, il faut expliquer parce que les gens ne comprennent pas, mais il ne faut pas hésiter à le dire comme ça pour justement alerter sur ces idées. C'est aussi la lecture économique de la Tunisie. On ne peut pas dire que c'est un capitaliste, vu qu'il n'y a pas de bourgeoisie nationale, il n'y a pas de production du capital en fait. On ne peut pas dire que le capitalisme, il n'y a rien en fait. Tout est. Ce que ça montre aussi, mais ça c'est ce que va montrer la troisième internationale, c'est pas Lénine, c'est après, et en particulier Staline, c'est que il n'y a pas possibilité pour un pays qui a été colonisé. En gros, si tu sors du bastion historique du capitalisme, l'Europe, les États-Unis, etc., est-ce qu'un nouveau pays indépendant peut devenir capitaliste? Est-ce qu'il peut prendre sa place dans le club des dominants? La troisième internationale dit ça, c'est pas possible. Soit tu deviens un État trouillon, soit il faut le socialisme. La seule manière d'assurer un développement, c'est le socialisme. C'est la déconnexion. Ceux qui maîtrisent, les pays qui maîtrisent le monde, vont-ils laisser apparaître un nouveau concurrent? Et ce nouveau concurrent, il va retirer tout ses capacités à la production s'il est en lien avec l'impérialisme. Donc il n'y a pas de capitalisme tunisien possible, autonome. Il se trompe. Mais complètement. Parce que c'est les apparences. Il n'a pas une analyse marxiste du tout. Absolument. C'est en ça où Asselineau, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie internationale. C'est une escroquerie nationale. Asselineau, lui, ce qu'il veut faire, c'est la même chose. Il dit, nous, on veut le capitalisme, oui, mais à l'échelle nationale. Régulé, contrôlé, raisonnable. Voilà, par contre, les étrangers qui viennent. Non, il n'y a aucun avenir pour tous les peuples qui ont été colonisés, pour tous les peuples du tiers-monde d'aujourd'hui. Il n'y a aucun avenir dans le capitalisme. Aucun. C'est même pas, il y a un avenir, mais ça, on va continuer à être exploité, les travailleurs. C'est même pas ça. C'est pas possible. C'est pour ça que les thèses de la libération nationale, elles sont indispensables avant d'évoquer un... Ah mais absolument, c'est-à-dire que les gauchistes dans le tiers-monde... Elle ne met pas en premier lieu la libération nationale. Absolument. Mais le concept de révolution nationale, démocratique et paysanne est un concept qui est d'une pertinence aujourd'hui encore plus forte. Aujourd'hui, le socialisme dans les pays du tiers-monde sera le résultat d'une défense de l'indépendance nationale,
d'une défense qui va de pair avec la dimension démocratique, parce que qui a intérêt à la dimension nationale? C'est les peuples, c'est pas les bourgeoisies, donc la dimension démocratique est posée, et paysanne, parce que la question paysanne est posée. C'est ça qui permettra la rupture. Et très souvent, on a les concepts qui nous permettent de comprendre, mais on a tendance à les oublier. Ça, c'est la Troisième Internationale a posé ce concept de révolution nationale démocratique qui reste une grande pertinence. Il n'y aura pas de socialisme sans révolution nationale démocratique. Ben oui, évidemment. Mais là, on est en train de partir avec ça. Ajouter à ça l'ignorance d'une partie de la gauche des pays impérialistes de comprendre en quoi une arriération économique féodale dans les pays semi-colonisés est le fait de l'impérialisme et non pas d'une arriération fondamentale, culturelle du pays en question. Mais dans lequel les forces progressistes ont tout intérêt à se développer, même y compris à devenir capitalistes d'ailleurs, mais c'est l'impérialisme qui empêche ces pays de devenir capitalistes ou autres, et qui fait qu'il y a une arriération culturelle aussi qui on va stigmatiser après. Quoi, on a un effet incontestable là-dessus. Il y a des études sur c'était quoi le patriarcat, par exemple, avant la colonisation. Il existait, il était dominant, ça faisait des dégâts. Et qui était comparé au patriarcat avec la colonisation. C'est pire. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, les traditions sont aussi une production du capitalisme, et pas simplement un reste qui vient du passé, lié à la culture ou à la religion, etc. C'est aussi une production. Qu'est-ce qui fait que quelque chose reste ou quelque chose disparaît? C'est la production ou le fait que ça soit contrecarré par la vie économique. Or, aujourd'hui, la vie économique reproduit totalement cela. Le patriarcat, le capitalisme dépendant qu'on a aujourd'hui, il a tout son avenir devant lui. Ça le produit tous les jours. Ça va? Bien. Je voudrais juste souligner que vous demandez, quand on n'exportait que des marchandises, on produit les chaussures ici, on les exporte à l'époque de Marx. Où était produite la plus-value? Elle était produite ici. Voilà. Et maintenant, on exporte des capitaux. On exporte les produits ailleurs. Alors, et c'est là que Lénine nous dit, il n'y a pas de révolution ici possible sans anti-impérialisme. Parce que notre niveau de vie ici dépend de l'exploitation de là-bas. Notre développement ici dépend du sous-développement là-bas. Autrement dit, la conscience internationaliste n'est pas simplement une idéologie, mais une nécessité de ce qu'est devenu le capitalisme, c'est à sa phase impérialiste. Est-ce que ça c'est clair? Donc on n'est pas, c'est pas il faut que je sois internationaliste, c'est que si je veux que ça change, je ne peux pas ne pas être internationaliste. L'intérêt du peuple tunisien, malien, vietnamien, etc. est mon intérêt, parce que sinon, eh bien, on va aller drainer les riches, la plus-value qui est retirée des peuples du tiers-monde pour tenter d'acheter ici une paix sociale en redistribuant un RSA par ici, en cédant à une revendication quand on a trop peur que ça explose. Hein? Ou un salaire à vie. Ou un salaire à vie. Exactement. Exactement. Mais tu sais, pour le statut des fonctionnaires, Torres, il a dit dans la monnaie d'échange avec le gouvernement de l'époque, c'était Bido à l'époque, il a dit on vous donne le statut des fonctionnaires, mais on ne dit rien sur la colonisation. Vous nous laissez faire la politique qu'on veut faire dans la colonisation. Ouais. C'est le grand drame de la gauche dans ce pays, et on le voit bien à l'intérieur du PC. Les moments où le PC a apporté énormément à l'humanité, ça a été les moments où, sous contrôle de la Troisième Internationale, on lui disait « t'arrêtes tes conneries ». Mais à chaque fois qu'il a été aux portes du gouvernement, on lui a mis comme chantage « tu parleras d'économie ». En 1936, en 1945, à chaque fois qu'il y a eu l'idée de l'union de la gauche, on lui a dit « parle plus d'économie ». Alors que dans les années 20, dans le PCF, ils formaient les paysans et les étudiants tunisiens sur l'anti-impérialisme et l'anti-. Il y a un excellent livre que je peux prêter, qui sont toutes les engueulades que le PC a reçues
à l'international communiste, avec toutes les dates. Ah ouais? Ah oui. Arrête. Toutes les dates, et là ils nous disent comment ça se fait qu'aux élections il n'y a aucun Algérien qui se présentait alors qu'il y a une immigration qui est autant, etc. Et pourquoi le moteur d'indépendance a disparu? Et pourquoi tu as présenté, et pourquoi tu ne prépares pas la création d'un parti tunisien? C'est quoi cette connerie de section française du parti, section tunisienne du parti? Et donc tu as tous les textes dans lesquels l'international contraint le PC à être révolutionnaire. Il pose la question de l'intérêt. Mais on voit aussi toutes les résistances. Les réponses que donnent les communistes français. Oui, mais c'est compliqué, tu comprends, en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, etc. Et voilà. Vous comprendrez pourquoi je suis amoureux de la section internationale. Il y a une exception culturelle en France. Dis-toi que c'est dit quasiment comme ça. Bah ouais. C'est pas la phrase qui est utilisée, mais c'est dit quasiment comme ça. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis à chaque fois que les communistes étaient aux portes des ministères, on leur faisait un chantage. Ça veut dire que tous les gauchistes vont en déduire il fallait pas faire la sécu parce que c'est une trahison. Oui, oui. Et que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux faire une conquête sociale révolutionnaire historique, mais qu'en même temps, ça démontre par l'absurde que c'est bien l'appareil d'État qu'il faut détruire au fond. Donc là, je peux pas le faire. Mais c'est une démonstration par l'absurde que c'est bien l'appareil d'État qui est en question. Parce que au fond, ça n'est pas la révolution qui est faite là. C'est un compromis, en même temps c'est une conquête révolutionnaire, mais c'est aussi un compromis en ce qui concerne l'aspect politique et l'appareil d'État. Et je fais référence à un monsieur qui fait des théories en ce moment justement sur Saudi Arabie. Mais exactement. Sur Frio, qui dit que la Sécu est un. Il dit la Sécu et la sécurité sociale. Il y a une excellente communiste Ambroise Croizat. Il dit c'est un déjà-là communiste en 1946 à l'intérieur du système français. Il n'y a pas besoin de c'est l'appareil d'État. Au fond, d'un point de vue structurel, c'est à la fois pas faux, mais en même temps, c'est l'absence de démonstration que justement ça a été quand même obtenu par des reculs collatéraux. Et que l'avancée révolutionnaire déterminante aurait été justement de détruire l'appareil d'État. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde, mais ça veut dire que c'est une démonstration par l'absurde en même temps qu'une avancée révolutionnaire objective qui peut inspirer d'autres peuples. Mais il y a les deux, quoi, c'est dialectique, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est quoi la deuxième forme, les prêts? Alors, les prêts et l'investissement direct. J'ai créé une entreprise. Et vous comprendrez que quand vous avez ces deux formes-là, pourquoi il y a une hantise dans tous les accords. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les accords du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il y a de commun? La possibilité de réexporter les bénéfices. La fin des droits douaniers. La libre circulation de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la plus-value là-bas que je peux ramener ici. Que ce soit le prêt que je dois ramener comme je veux, que ce soit mes bénéfices en Tunisie que je dois ramener comme je veux, etc. Et donc, cette idée, le néolibéralisme, pas de droit de douane, ouverture des frontières, liberté du capital, etc., tout ça, c'est en logique avec la notion d'exploitation de capital. Et c'est pour cela qu'un État qui irait vers une dimension d'indépendance nationale, sa première préoccupation, c'est qu'est-ce que je ne cède pas en termes de droits douaniers, en termes de droits, voilà, quel est le pourcentage des bénéfices qui nous reviennent. Ok, je suis obligé de faire un accord avec vous pour votre entreprise, parce que je ne sais pas, le rapport de force, mais il y a 30% qui me reviennent. Ça passe par la frontière. Et à chaque fois qu'un État accepte l'ouverture des frontières, c'est-à-dire la fin de cette idée que c'est la plus-value nationale que vous pillez, eh bien, c'est un État qui accepte le système. Et c'est là aussi où on voit aussi l'importance pour un État qui un pays qui revendique la libération nationale, de réfléchir aussi à des alternatives. Je veux dire, aujourd'hui, je vais mettre un terme, un lien avec l'Europe ou avec la France, mais derrière, je sais que je suis faible. Et du coup. Quelle alliance avec qui? Quelle alliance avec qui? Comment tout ce côté stratégique-là qui réfléchissent.
Oui, mais c'est vrai, c'est des choses. C'est ce qui manque aussi aux camarades de la Tunisie, aussi la majorité, on ne réfléchit pas à ça. Hein. À cause de la bonne théorie, mais derrière. Concrètement, concrètement, demain, quand tu vas te retrouver dans une situation concrète, qu'est-ce que tu vas faire? Un exemple, le Vietnam, l'année dernière, décide souverainement d'interdire le glyphosate sur l'ensemble du territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à tout pesticide, mais interdiction du glyphosate. Les mecs ils ont eu des centaines de milliers de morts à cause de l'agent orange pendant la guerre contre un pesticide. Et le lendemain, les États-Unis, donc Monsanto à l'époque, demandent à l'OMC des sanctions économiques contre le Vietnam. Pourtant, tu pourrais te dire, franchement, que Monsanto, le business que Monsanto se fait sur les Vietnam, juste le Vietnam, le monde entier, tu peux te dire c'est bien vu. Non, il faut quand même. Parce qu'ils ont peur de l'exemple. Ouais, mais c'est fou. Donc c'est un exemple important sur. Excusez-moi, j'ai une question. Sur les deux formes, le prêt d'argent ou l'investissement direct, tu viens de dire que ça va souvent ensemble. Oui. C'est ça? Oui. Qu'avec le prêt, tu poses la condition de faire sauter les prix. Absolument. C'est-à-dire que, et à l'inverse, le fait d'investir directement sur place, ça te permet de te positionner comme la banque à qui il faut emprunter. Même si le concurrent offre moins, tu es obligé. Donc ça s'entretient l'un à l'autre. Alors, à l'époque de Lénine, cette exportation des capitaux, elle était dans un contexte qui est le contexte du colonialisme. C'est-à-dire que chacun exportait le capital, essentiellement, parce que bien entendu, ils faisaient quand même autre chose, mais essentiellement, en très grande majorité, vers quoi? Vers leur propre colonie. C'est pour ça que les colonies étaient importantes pour eux. C'est chacun avait, et c'est pour ça qu'ils ont fait des guerres pour avoir des colonies, parce que c'était un marché qui leur était réservé. Les capitaux belges n'investissaient pas en Algérie. C'était net. Le cas du Congo pour la Belgique, c'est autre chose. Parce que le Congo, justement, la Belgique était incapable de coloniser le Congo. Et donc, ce qui a été fait, ça a été un accord pour aider la Belgique à coloniser le Congo, à condition qu'elle ouvre le Congo à tous les capitalistes. L'État belge étant en service de tous les capitalistes. L'Afrique du Sud, la même chose. Il y a trois exceptions dans le colonialisme. C'est le Congo, où l'État belge est mandataire de toutes les puissances impérialistes. C'est les colonies portugaises. L'État portugais n'est pas assez riche et pas assez fort, et le capital portugais n'est pas assez riche, pas assez fort pour avoir un colonialisme normal pour lui-même, pour son capitalisme, et donc il est au service de tous les autres. Et c'est troisièmement l'Afrique du Sud. Il y en a deux maintenant qui ont été les dernières décolonisées. L'Afrique du Sud, les colonies portugaises. C'est pas ça. C'est parce que justement, ils étaient sous le faux drapeau. Ouais, mais c'était les intérêts, pas d'un impérialisme, de tous les impérialismes. Et donc, le rapport de force à construire n'était pas le même. Il était beaucoup plus fort à construire. C'est pour ça que ça a été plus long. Un peu comme la Palestine aujourd'hui. La Palestine, c'est pas seulement contre Israël, c'est contre l'impérialisme. C'est pour ça que c'est plus dur. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que ça veut dire que le Portugal était lui-même victime de l'impérialisme d'autres impérialismes? Le Portugal était l'impérialisme dépendant d'autres impérialismes. C'était un impérialiste et en même temps victime. Non, en réalité, c'était un gérant de l'impérialisme. D'accord. Consentant. Oui, consentant, il leur tirait des intérêts. Donc il était consentant, oui. Oui, mais comme une bourgeoisie vendue dans un pays capitaliste. Comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ouais. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est un outil de l'impérialisme états-unien, mais bien entendu, ils en retirent des profits. Donc, or, cette situation-là, pourquoi je vous parle de ça, c'est que la méthode que Lénine a utilisée, il faut qu'on l'utilise nous aussi. L'histoire ne s'arrête pas avec Lénine, ça continue. Entre-temps, il y a eu les indépendances. Et qu'est-ce qui va se passer avec les indépendances? Eh bien, c'est fini d'investir uniquement dans mes colonies. Les colonies s'ouvrent à la concurrence entre impérialismes. Vous avez en Algérie, vous avez les capitaux américains, les capitaux de tous les pays impérialistes qui sont en concurrence les uns avec les autres. En fait, finalement, les indépendances, c'était pas des indépendances, c'était encore pire. Ça a aggravé les. C'était l'ouverture.
Ça a aggravé ce que Lénine a mis en évidence, c'est-à-dire que la concurrence est encore plus profonde. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement les capitaux d'une nation qui viennent les autres, c'est tout le monde qui entre en concurrence pour la conquête de chacun de ces pays. Autrement dit, Lénine nous disait, ça mène à la guerre. Cette conclusion-là, on l'a multipliée par 10 aujourd'hui. Parce que c'est pas ça seulement, ça mène à la guerre. Aujourd'hui, ça mène à la guerre puissance 10, puisque pour la maîtrise d'une source pétrolière ou gazière, il y a plein de pays concurrents pour savoir qui va. Enfin, plein. Généralement, c'est 2-3. C'est pas le 3. C'est l'Europe, le Japon. Là aussi, c'est des alliances. Oui, bien sûr. Et avec des alliances en plus. Autrement dit, les dangers de guerre, Lénine disait, ça mène à la guerre. Cette logique-là de l'impérialisme mène inévitablement à la guerre. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque de Lénine. C'est l'idée de la versatilité de certains chefs d'État semi-colonies qui, d'Amin, passe à Nouvelle Hitler. Absolument. Bah ouais. C'est ça, c'est le même mec. Mais Saddam a été un laïc qu'on admirait, et après un Satan qu'il fallait tuer à tout prix. Bien sûr. En fonction de comment il accepte ou il n'accepte pas, en fonction de avec qui il s'allie pas. Et donc, Lénine nous disait déjà, cette logique-là d'exportation des capitaux pousse à la guerre pour le partage du monde. Sauf qu'à son époque, le partage du monde, c'était chacun ses colonies. Maintenant, le partage du monde, c'est en permanence comment je conquiers ce que possède mon concurrent. Et donc, les dangers de guerre sont beaucoup plus importants. Il y a plus de guerre aujourd'hui. Ça, c'est assez extraordinaire comment on arrive à ne plein le voir. Il y a plus de guerre aujourd'hui qu'à l'époque de Lénine. Mais elles sont tellement plus silencieuses, silencieuses. Plus lointaines. Sous couvert de. Les médias disent c'est loin, c'est là-bas, c'est pas nous. Ouais, elles sont loin, elles ne nous concernent pas. Vous vous rappelez, tout est lié. Ouais. Tant qu'on n'aura pas réussi ici à faire passer dans la tête de la classe ouvrière et les guerres du tiers-monde, c'est nos guerres. Tant que ça ne sera pas passé, il y aura cette illusion qu'il y a moins de guerre aujourd'hui qu'avant. C'est exactement l'inverse. Il y a plus de guerre aujourd'hui qu'à l'époque de Lénine. Et Lénine disait déjà l'impérialisme produit la guerre. Puis les guerres se maquillent, de toute façon. On dit pacification de l'Algérie pour couvrir un massacre. En fonction des... Dernier élément à avoir en tête sur l'approche que nous propose Lénine, c'est que Lénine nous dit tirons les conclusions de tout ça. L'impérialisme est donc bien un stade particulier du capitalisme. C'est particulier parce qu'il ne fonctionne pas exactement comme le capitalisme de l'époque de la libre concurrence, de la concurrence entre capitaux. Donc c'est particulier parce que c'est un capitalisme de monopole. Donc tous ceux qui oublient cette différence entre le capitalisme de concurrence et le capitalisme de monopole font une erreur qui les conduira au réformisme. Ou au mythe qu'on va revenir à ce capitalisme de concurrence. Mais, nous dit-il, c'est ok, c'est un stade particulier, qu'est-ce qui peut venir après? Est-ce que d'autres stades sont possibles? Est-ce que, en termes... Eh bien, il nous dit, si on regarde de près, l'impérialisme a poussé tellement loin ce que l'on appelle la socialisation de la production. La socialisation de la production, regardons où en est le monde aujourd'hui. C'est organisé de manière assez scientifique d'ailleurs, de telle manière que c'est à l'échelle du monde qu'on décide des chaînes de production. On va prendre tel matériau ici, telle machine ici, telle compétence là-bas, on va tout articuler et on va produire. Donc, en réalité, on a quelque chose qui ressemble au socialisme. Le socialisme serait un mouvement mondial. Imaginez un socialisme, alors on va arriver, socialisme à l'échelle internationale. Ben voilà, on fonctionnerait comme ça. Et Lénine nous dit, la seule différence c'est quoi? C'est au bénéfice de qui est faite cette socialisation. Cette socialisation n'est pas faite au bénéfice des peuples,
elle est faite au bénéfice d'une classe. Et donc cette socialisation de la production, elle est en contradiction avec l'appropriation privée. C'est une classe qui s'approprie. On revient à l'oligarchie. On revient à l'oligarchie. Et donc il nous dit, quand on regarde de près, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans? Bah non. Regardez le fonctionnement aujourd'hui. Vous mangez des bananes qui viennent de l'autre bout de la planète. Vous avez des produits qui sont produits 20% ici, 30% à 800 km, 40%. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin là-dedans? On n'ira pas beaucoup plus loin. Et encore, à son époque, aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Quoi. Donc il reste quoi? Bah, soit on reste là-dedans. Soit on supprime ça. Et donc, ça s'appelle le socialisme. Ce qui vient après l'impérialisme, en termes de logique, ce qui vient, c'est le socialisme. Désocialisme alors. Oui, enfin. Non, mais parce que l'idée, si tu coupes l'appropriation privée, l'idée c'est un peu. Enfin, c'est un petit peu d'ailleurs ce à quoi on est. J'ai lu quelques articles là-dessus là, pendant le confinement. Justement exactement par rapport à ça, où il y a plein de mecs qui avaient exporté leurs entreprises dans d'autres pays se sont rendus compte quand même de l'aberration du fonctionnement de ce système et ont pris conscience qu'il serait peut-être temps de relocaliser certaines productions. Mais du coup, on arriverait à enfin, pour certains, j'imagine que ce serait quasiment à contre-courant de l'idée de la mondialisation et du capital. Chacun fonctionnerait plus en vase clos. Aujourd'hui, ce qui détermine la situation de la production, c'est le profit. Et donc ça prend la forme de on socialise tout ce qui permet de diminuer les coûts, etc. Mais la socialisation de la production n'est pas quelque chose qu'on va mettre à la poubelle. Par contre, le critère ne va pas être le même. Ce que tu peux produire à l'échelle locale, pourquoi tu vas l'importer? Ce que tu peux produire à des coûts équivalents, pourquoi tu vas l'importer? Et donc la question qui va être posée, ça va être justement, c'est quoi le propre de l'économie locale et c'est quoi le propre de l'échange? Parce qu'on appartient à une même humanité et qu'il n'y a aucune raison que je ne mange pas de banane. Il n'y a aucune raison. Maintenant, si le prix de manger de la banane, ça détruit la planète, je n'en mange pas. Mais ça, tirer des conclusions absolues, non. Il faut faire extrêmement attention à ce qui est en train de se jouer. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que la réponse à ça serait juste un discours anti-technique, anti-scientifique, Attention. Le discours, si il ne faut pas manger de banane, moi je suis content que le monde entier mange des bananes. On n'en produit pas ici. Je suis content qu'on en mange. Mais après, on regarde beaucoup. Après, on regarde ce qui paye, etc. Mais ce mythe d'un retour à mon village, etc., c'est pas ça. C'est pas ça qui va libérer l'humanité. Toujours est-il que pour Lénine, on est bien dans... Il n'y a pas de stade après possible. Quel est le stade qui pourrait venir après les monopoles? Il n'y en a aucun. Il reste juste de changer de société. Qu'est-ce qui se passe si on ne change pas de société? C'est le dernier aspect, et après on arrête. Dernier aspect que nous propose Lénine. Il nous dit, et s'il n'y a pas prise de conscience, si nous ne faisons pas la révolution, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'asservissement en plus de l'Assemblée des travailleurs. Ça en finit sur ça. C'est plus grave que ça. Lénine nous dit, et c'est, à mon avis, c'est ça le travail qu'on a à mener, c'est-à-dire que la prise de conscience que c'est socialisme ou pas. Voilà, le grand apport de Lénine à ce moment-là, ça a été de montrer que le capitalisme monopoliste, si nous ne le remettons pas en cause, est un capitalisme qui est arrivé au bout de toute possibilité de positivité. Et il propose 3 termes. Il nous dit 1, d'abord ça provoque la stagnation. Tu peux reprendre juste sur ça, sur le fait que c'est le socialisme de la barbarie. Oui, c'est-à-dire que comme on est déjà arrivé à une socialisation de la production, il n'y a pas remise en cause de la propriété privée. Il reste quoi comme solution? Lénine nous dit,
comme c'est mûr pour changer de société, si on ne change pas de société, eh bien, inévitablement, nous aurons la barbarie. Et il donne 3 caractéristiques. Premièrement, la dimension de stagnation. La dimension de stagnation, c'est-à-dire que les possibilités scientifiques et techniques, les progrès de la science, vont être limités par les intérêts capitalistes. C'est déjà le cas. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Autrement dit, on peut soigner des maladies qu'on ne soigne pas. On pourrait faire des découvertes de choses qui améliorent la vie, qui ne sont pas utilisées, etc. Donc, Lénine l'avait annoncé. Il dit ça. Attention, il faut dire aux prolos, il faut dire au peuple que nous avons intérêt à faire la révolution, sinon, eh bien, on va avoir une stagnation, c'est-à-dire que toute la science ne va pas être utilisée au bénéfice de... Enfin, ne pourra pas être utilisée au bénéfice de l'humanité. Mais, secondo, nous dit-il, on va avoir un capitalisme pourrissant. Il utilise le terme de pourrissant. Autrement dit, la juxtaposition de choses contradictoires. Et il donne l'exemple, et encore à son époque, c'était rien par rapport à aujourd'hui, la destruction d'aliments en même temps où d'autres meurent de faim. C'est ça la pourriture. Non, on est bien, c'est un capitalisme pourrissant, c'est pas... Ça lui paraissait anormal à l'époque alors. Bah ouais. Parce que là c'est normal. Et troisièmement, il utilise le terme, alors je me suis fait attaquer et traiter de rouge-brun parce que j'ai utilisé ce terme que j'ai fait que reprendre de Lénine, et c'est un capitalisme de décadence. Pourquoi c'est rouge? Et parasitaire. Pourquoi décadence? Et parce que l'oligarchie financière, cette petite partie de la société qui est à l'abri de tout et qui domine l'économie mondiale, eh bien, elle est dans une situation dans laquelle elle n'a plus aucun danger pour sa richesse, si ce n'est la grande crise, etc., et dans lequel son rapport à la vie, son rapport au sens de l'existence, son rapport au plaisir, son rapport au désir, est un rapport dans lequel il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite habituelle de l'humanité. Je ne viole pas, un enfant c'est sacré, et donc, Lénine donne la pédophilie, etc. Toute une série de choses qui ne sont pas simplement des maladies individuelles, qui sont aussi ce qu'une société autorise à certaines classes sociales, qui se sentent au-dessus de toute norme, au-dessus de toute régulation, etc. Et au-dessus de la loi, bien entendu. Le déchaînement du racisme. Et le racisme, etc. Et donc on est bien là sur quelque chose. La décadence, c'est pas un concept moral. Pour Lénine, moi je suis matérialiste, et la décadence, c'est pas une dimension morale, c'est pas bien de... Non, c'est pas ça. C'est les normes qui permettent la vie en société, les régulations qui ont fait toute l'hominisation, toute la sortie du règne animal. Eh bien, une partie de la société s'estime au-dessus. Et objectivement au-dessus. Et donc ça va créer des complexes psychologiques qui autorisent des passages à l'acte. C'est-à-dire tout ce qui permettait à l'être humain de bloquer des délires sur cet enfant il est beau, je me ferai bien, tout ce qui l'empêchait de faire ça, qui était en gros son hominisation, et bien va être bloqué aujourd'hui, va être freiné par ce délire d'être au-dessus de la norme, d'être au-dessus, d'être superpuissant, etc. Et donc la décadence, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas d'un seul coup il y a plein de pédophiles, qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est logique. Nous sommes dans une période de l'histoire dans laquelle on vit la décadence de cette société. Mais cette décadence, elle est entretenue aussi par des théories menées par des intellectuels, soi-disant de gauche. Oui. Là-dessus de la norme, il n'y a pas de norme. À partir Et du moment où on parle de normes, on est des réactionnaires, on est des conservateurs, comment dire, conservateurs. Par exemple, quand on parle de la GPA, l'imitation pour autrui ou la prostitution, tout de suite, on est attaqué comme si on est. Moi, personnellement, c'est entretenu en fait, c'est ça en fait, on est dans la décadence absolue. Il en est des normes comme de toutes les autres notions. À chaque fois qu'on posait la question à Marx, puis après à Lénine, sur votre position sur la démocratie, il disait laquelle? Sur la norme, c'est la même chose.
Le débat, c'est pas la norme ou pas la norme, c'est quelle norme. C'est ça le débat. Si tu poses la question, moi je suis pour la norme, moi je suis contre la norme, ça ne veut rien dire. Le débat, c'est quelle norme. La norme, elle est au service de qui? Elle défend les intérêts de qui? Elle défend quel type de société? Donc le débat, être pour la norme ou contre la norme, ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Comme ça ne veut rien dire d'être pour la démocratie. T'es pour la démocratie bourgeoise, pour prolétarienne, la démocratie nationale. Ça ne veut rien dire de dire je suis pour la démocratie, si tu ne précises pas. Et sur toutes les notions, le débat est celui-là. À chaque fois qu'on vous pose une notion générale, le premier réflexe matérialiste, c'est laquelle? Il faut avoir cette réflexion-là, qui veut dire laquelle. Voilà. Oui, mais moi je suis pour les libertés. Ah oui, lesquelles? On peut prendre. Avec cette tête. Oui, parce que si tu en penses pas ça, on te déplace, on te coince, on t'emmène dans un champ dans lequel tu es piégé après. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'impérialisme. Il y a un lien avec le fascisme quand même. Sur l'idée qu'il y a une connexion avec l'idée que le fascisme se pose comme ça se pose comme une lutte contre le capitalisme financier pour un retour vers un capitalisme concurrentiel ou des origines qui seraient plus sain. Et à défaut, on va dire dans la perspective, vers le Moyen-Âge en fait. Le survivalisme, ça s'intègre dans la vision de la décadence. Absolument pas. Non, c'est parce qu'il y a un cours entier sur le fascisme. Ah bon? Donc c'est quoi le prochain cours? C'est quand? Eh ben... sauf si, oui, il y a des personnes qui se trouvent cet été. Non, c'est bien qu'on fasse une coupure là. Il y a des gens qui sont chauds. On peut faire des conférences, des visioconférences. Non, si vous voulez, on peut faire un avant le 10. Si vous voulez un autre cours, c'est avant le 10. Et donc, donc on peut faire le fascisme, hein. Parce que là, les thématiques qui viennent après, c'est les grandes questions politiques. On a vu le soubassement économique, donc c'est le fascisme, c'est la question de la guerre échappée, et quel mot on fait aujourd'hui, la question syndicale, la question, c'est après comment on applique ça à toutes les traditions